Bonjour. Nous poursuivons nos auditions du jour en recevant Monsieur Éric Ruff, comédien, metteur en scène et administrateur général de la Comédie Française. Bonjour à vous. Monsieur Michel Roseau, son directeur général. Bonjour monsieur. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. En tant qu'institution publique de premier plan, la Comédie Française porte, à mon sens, une responsabilité particulière en matière de lutte contre les violences. En particulier les violences sexistes et sexuelles. Le théâtre ne semble pas épargné par ce fléau, comme l'a montré l'émergence du mouvement MeToo Théâtre, qui a d'ailleurs eu pour origine des accusations de violence à l'encontre de l'un de vos pensionnaires. Comment la Comédie Française appréhende-t-elle ces problématiques ? Comment, dans la programmation des œuvres et dans le recrutement des comédiens qui forment la troupe, avez-vous eu à gérer vous-même des cas de violence depuis que vous en êtes l'administrateur général ? Avez-vous déployé un plan de lutte contre les violences au sein de l'institution ? Je rappelle, toutes ces questions-là vont être abordées dans l'audition et bien d'autres encore. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour entamer nos échanges, pendant environ 1 heure, donc jusqu'à 18h15, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à ouvrir votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Attends, il faut éteindre, monsieur Ruff, votre micro. Allez-y. Maintenant, il faut le refaire. Je le jure. Merci. Je vous laisse je vous laisse la parole pour un propos liminaire, si vous le souhaitez. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Juste peut-être pour éclairer nos débats et les préciser, juste en propos liminaire, vous rappeler quelles sont les spécificités de la Comédie Française, qui est un petit peu une singularité dans le paysage théâtral français, de par son histoire, évidemment. C'est une très vieille maison de 1680, un décret royal, une constitution autour d'une société dite de talent qui sont les comédiens français, Société des comédiens français. Une histoire de la Comédie Française qui a évolué au cours du temps, dont les statuts ont évolué jusqu'à Napoléon, et depuis très récemment, en 1995, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle se distingue aussi par 3 fondements assez particuliers c'est une des missions d'ailleurs de la Comédie Française, qui est vraiment établie dans le décret de 1995, de présenter le répertoire de la Comédie Française, dans une acception très large. Qui dit répertoire de la Comédie Française, ce sont les textes classiques français, mais européens, et allant de l'Antiquité jusqu'à maintenant. J'ai aussi responsabilité, évidemment, d'abonder ce répertoire de nouvelles œuvres, dont on verra dans 50 ou 100 ans si elles sont devenues des classiques ou pas. Pour présenter ce répertoire, nous avons un phénomène d'alternance à la Comédie Française, qui veut dire que nous jouons 4 spectacles par semaine, plus un 5e qui est en répétition, et que nous avons un nombre de représentations tout à fait exceptionnel, parce qu'on joue 9 fois par semaine, sans jamais de relâche, parce qu'on joue le samedi, matinée et soirée, le dimanche, matinée et soirée, et nous jouons le lundi, là où généralement tous les théâtres sont en relâche. Pour ce faire, nous avons la salle Richelieu, qui est donc en alternance. L'alternance veut dire que pour l'assumer, il y a aussi 2 autres lieux qui sont le théâtre du Vieux-Colombier, qui joue ce qu'on appelle en série, là, du mardi au dimanche, comme tous les théâtres, et le studio-théâtre de la Comédie Française, dans les Carrousels du Louvre, qui, lui, joue du mercredi jusqu'au dimanche. Tout ça fait un ensemble de pratiquement 900 représentations par an. Si on compte l'ensemble des représentations parisiennes, les hors-les-murs que nous faisons dans d'autres théâtres à Paris exceptionnellement, et puis les tournées à l'international et en France. C'est une des missions. Le répertoire, on se doit de le présenter, on se doit de le faire rayonner aussi en France et à l'international. Ça fait pratiquement 900 levées de rideau. Pour assurer évidemment ce nombre impressionnant de représentations, il faut une troupe. Donc c'est la troupe de la Comédie Française est dite d'ailleurs la plus ancienne en activité au monde, et elle est constituée au maximum d'une 40aine de sociétaires et d'une 30aine de pensionnaires, avec une dizaine d'académiciennes et d'académiciens qui viennent abonder cette troupe sur des contrats de professionnalisation de 11 mois. Donc voilà, ça c'est une spécificité
très exceptionnel. Il y a aussi le fait que nous avons au sein de la Comédie Française entre 70 et 80 métiers du théâtre. Et donc c'est un modèle de permanence. Voilà. Il y a donc, c'est une EPIC, c'est une SAS pour le Vieux-Colombier et une SA pour le Studio Théâtre. J'en étais aux 80 métiers du théâtre. Nous jouons énormément. Je me suis un peu perdu, mais je crois vous avoir fait à peu près le tour d'horizon. Voilà. Monsieur le rapporteur ? Je pensais que monsieur Roseau... Oui, monsieur Roseau, vous vouliez compléter sur le dispositif mis en place ou non ? À ce stade, pas de commentaires. Très bien, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Dans ce petit propos liminaire, on voit bien que quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la performance, un peu de faire autant de levées de rideau. On voulait savoir déjà si vous aviez sur le volet de la prévention, enfin, volet préventif autour des violences sexistes et sexuelles, si vous aviez mis un certain nombre de choses en place, sachant que ce qui fait la particularité aussi de la Comédie Française par rapport à ce que vous venez de nous en décrire, vous avez parlé de troupe, et dans une troupe, il y a un peu l'esprit de quelque chose qui parfois ressemble aussi à la famille et qui peut parfois ressembler aussi à des non-dits sur certains comportements. Et comme vous avez des personnes qui sont des aînés, d'autres personnes qui sont plus jeunes et qui arrivent, comment vous gérez toutes ces relations entre ces hommes et ces femmes qui sont ensemble souvent, qui doivent parfois créer dans la difficulté, parfois aussi, j'imagine aussi dans une certaine adversité. Et donc, comment vous gérez ce risque, ce risque de tension possible, voire de violence possible aussi sur les aspects sexistes et sexuels, mais aussi moral, aussi de relations tendues. Comment vous gérez, tout simplement? Qui souhaite répondre? Monsieur Ruff. S'il vous plaît. Le modèle de la permanence a des avantages, notamment parce que personne n'a la pression de devoir retrouver un contrat qui soit précaire juste après, et personne ne dépend d'une seule personne qui serait une metteuse, un metteur en scène, un réalisateur, une production, etc. La carrière d'un comédien à la Comédie Française dépend d'un comité qui est paritaire, qui est au nombre de 10. En fait, il y a une autogestion de la troupe depuis 1681. Donc, c'est la responsabilité de l'administrateur ou de l'administratrice d'engager les pensionnaires, mais dès qu'on les engage, leur grandissement au sein du théâtre, leur cooptation éventuelle au sociétariat, leur départ ou leur mise à la retraite sont décidés par leur père. PAIRS évidemment, leur père qui chaque année passe en revue l'ensemble de la troupe pour estimer, jauger, juger d'un travail dans, je dois l'avouer, un océan de subjectif, parce qu'il n'est pas simple de décrire la qualité d'un acteur, à savoir celui-ci est bon, celui-ci n'est pas bon. Évidemment que chaque spectateur a des avis différents là-dessus, et chaque comédien ou comédienne peuvent avoir des avis différents là-dessus, d'où le fait qu'il y a 10 personnes qui en décident. Ce comité d'administration, je le préside. Il est aussi présidé par la doyenne ou le doyen. C'était Claude Mathieu encore il n'y a pas longtemps, et maintenant c'est un doyen. Je dis le doyen, c'est un doyen d'activité, de nombre d'activités dans la maison, pas forcément d'âge. Et puis il y a 3 sociétaires qui sont élus par l'Assemblée des sociétaires, 3 sociétaires qui sont nommés par l'administrateur, 2 suppléants. Donc cette dizaine de personnes va discuter avec des grilles de lecture et des critères qui sont les leurs, qu'on essaye d'être le plus objectif possible dans cette matière-là, qu'il est assez peu, voilà, pour décider de cela. Donc, comme il y a beaucoup moins de précarité, même s'il y a tout un volet d'intermittents à la Comédie Française, il y a, je vais très vite, à peu près 400 permanents à la Comédie Française, si je compte également les filiales, et en emploi temps plein, il y a à peu près 60 personnes qui viennent abonder ce travail-là. Donc la précarité, pour une certaine part, est de mise aussi à la Comédie Française. Mais comme le modèle est celui de la permanence, on n'est pas soumis à cette chose-là. Ensuite, chaque modèle est perfectible, et je ne suis pas sûr qu'on ait encore inventé un modèle qui soit absolument protecteur pour toutes et tous. La permanence veut dire aussi que ça rend des maisons hiérarchiques.
des fois pas forcément sur le statut, mais sur l'ancienneté. Voilà. C'est une maison aussi, voilà, dans la troupe, les âges de la troupe vont de 21 ans à 87 ans. C'est pour vous dire aussi l'amplitude des âges à l'intérieur, avec des gens qui forcément ne sont pas de la même génération, n'ont pas les mêmes tropismes, n'ont pas la même conscience des choses, avec quelquefois des gens qui sont là depuis très longtemps, dont on pourrait justifier, expliquer certains comportements qui ne sont pas les bons, en disant mais il a toujours été comme ça, enfin voilà, ce genre de choses un peu qui reviennent et qui sont insupportables. Donc ça n'est pas évident de tout mettre dans le bon sens, et en même temps, on travaille sous le regard des uns, des unes et des autres tout le temps. C'est un collectif, évidemment. Le terme de famille, évidemment, est un terme un peu valise, un peu usurpé. Je le vois plutôt dans la capacité à se dire franchement les choses et à se réveiller les uns les autres. C'est des choses qu'on arrive à faire dans des familles, certaines fois, par rapport à d'autres. Donc ça, c'est plutôt un atout. Ensuite, ça ne suffit évidemment absolument pas. Mais il y a des gens jeunes qui rentrent à la Comédie Française tout le temps avec, évidemment, des préoccupations qui sont les leurs et qu'ils portent d'une façon forte et consciencieuse et scrupuleuse. Ça réveille tout le monde d'année en année. Voilà, toute cette jeunesse qui vient, notamment l'Académie. Les jeunes gens dont je vous parlais, les 10, sont toujours des gens qui sortent d'école. Donc c'est une sorte de jouvence perpétuelle pour nous et ils apportent ça. Ensuite, comme ça n'est pas suffisant, nous avons mis en place beaucoup de choses. Alors la Comédie Française en soi déjà a une infirmière qui est là à plein temps, il y a une médecin du travail qui est là une journée par semaine, il y a une assistante sociale qui nous consacre une journée par semaine également. Évidemment que ces 3 postes-là, qui sont des femmes en l'occurrence, sont très éclairées et très scrupuleuses sur ces questions. Et puis nous avons un collectif de référentes et de référents qui est en place maintenant. Il y en a 10 sur l'EPIC Comédie Française, et puis une référente pour le Vieux Colombier, une référente pour le Studio Théâtre, et il y a 8 référentes et référents dans la troupe. Tous ces référentes et référents sont paritaires, ils témoignent de la diversité, et puis ils sont de tous les secteurs d'activité. Il y a 3 grandes plaques tectoniques à la Comédie Française entre l'administration, la technique et l'artistique. Voilà, ils sont représentants de l'ensemble. Nous avons depuis 4 ans maintenant initié avec un prestataire extérieur spécialisé sur la prévention des discriminations et des VHSS. On a dispensé maintenant à l'ensemble des salariés des formations qui durent une journée, une demi-journée sur la VHSS et une journée sur la discrimination. Donc tout le monde a été formé, et les référentes et les référents ont un cycle de formation supérieur, beaucoup plus spécialisé encore, pour les mettre en état de gérer des situations qui sont toujours évidemment difficiles. Merci. Monsieur Roseau, vous voulez ajouter quelque chose ? Pas forcément. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, donc juste pour compléter les propos d'Éric Ruff, dire qu'au total, donc sur 3 ans, c'est plus de 2000 heures de formation qui ont été consacrées aux violences à caractère sexiste ou sexuel, un peu plus de 1000 heures par an donc sur les 2 dernières années, que l'ensemble des salariés techniques, administratifs et l'ensemble des comédiens donc, ont eu à connaître donc, de la formation spécifique, donc sous forme de 2 modules, donc, y compris, je le précise, pour le premier module, l'administrateur général et moi-même. Et puis peut-être dire aussi qu'il y a ce collectif donc, de référents qui est d'ailleurs, je pense, légèrement surparitaire. Je pense qu'il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, ce qui est normal s'agissant de la problématique. En tout cas, pour les comédiens, je n'ai pas exactement le détail, mais pour les comédiens, sur les 8 comédiens, je crois qu'il y a 6 femmes et 2 hommes. Et surtout dire aussi qu'on insiste beaucoup sur ce point devant les instances sociales, et dans la communication interne aussi au théâtre, que chaque victime potentielle de violences sexistes ou sexuelles peut évidemment avoir la totale liberté du référent de son choix en fonction de ses affinités personnelles. Il y a beaucoup de liens qui se créent au quotidien entre les comédiens et les techniciens ou même les salariés administratifs au fil des années, et donc on insiste beaucoup là-dessus. Un salarié de
l'agence comptable ou des services techniques qui auraient estimé donc, qu'il est victime de comportements à caractère sexiste ou sexuel peut tout à fait se référer à un comédien, et inversement, un comédien ou une comédienne peut tout à fait aller voir un salarié encadrant ou pas des services techniques ou administratifs. Voilà, Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, les 2 points sur apporter des compléments. Monsieur le rapporteur. Juste, donc, que je comprenne bien, vous avez des référents, les personnes peuvent se référer à ces personnes. Et est-ce les référents ont une obligation de vous remonter le fait qu'il y a eu un signalement? Comment ces signalements sont ensuite traités? Quelle suite vous avez pu avoir à donner à ces signalements? Et aussi, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le nombre de signalements par an, avec leur typologie évidemment, parce que j'imagine que vous avez plusieurs types de typologies. Et puis est-ce que vous avez dû à gérer des faits graves que par l'enquête interne vous avez pu gérer sans que nécessairement ça se sache et ça, que ça sorte? Voilà. Est-ce que vous avez eu ces configurations-là? Qui souhaite répondre, Monsieur Ruff? Oui, bien sûr. J'ai eu à les gérer, malheureusement. En 11 ans d'administration, j'ai dû en gérer, bien sûr. On fait toujours la même chose. Les référentes et les référents ne sont pas là pour traiter, même s'ils ont une formation vraiment spécifique. Ils sont là, au contraire, pour considérer, pour écouter et pour faire remonter l'information à chaque fois. Ensuite, on fait comme j'imagine tout le monde fait, c'est-à-dire que on fait des auditions, on fait une enquête interne. Il nous est arrivé d'employer l'article 40 au moment où vraiment la chose nous dépassait. Lorsque ça ne nous dépasse pas, comme tout un chacun, on fait une enquête avec des questions prédéfinies qui sont les mêmes pour tout le monde. On demande aux gens de parler, on essaye de les rassurer au maximum, on fait bien attention à ce qui est écrit est exactement ce qu'ils voulaient dire. Voilà, il y a tout ce process-là. Et nous avons des décisions à prendre ensuite, d'après la gravité des faits, et en proportionnant les choses. Il y a eu des départs de la Comédie Française. Merci. Justement, moi j'avais une question sur une situation qui a déjà été dénoncée par Marie Coquille-Chambel et que vous connaissez sans doute bien, qui concerne le comédien Nazim Boudjena. Donc il a pris 6 mois de prison avec sursis, non 2 probatoire, plus obligation de soins pour menace de mort. Il est en instruction plus mise en examen pour viol, et il se trouve qu'il a aussi exercé des menaces de mort contre moi. Ce qui m'a poussée à porter plainte contre lui, à faire un signalement au procureur contre lui, puisque ces menaces étaient sérieuses et qu'elles s'additionnaient aux menaces qui avaient été précédemment dénoncées. Il se trouve que je l'ai rencontré en bas de l'Assemblée nationale, ce qui évidemment, vous en conviendrez, est une situation un tout petit peu particulière. J'ai appris, et je voudrais votre confirmation, qu'il a été reconduit en tant que salarié de la Comédie Française, en tant que comédien dans la troupe. Est-ce que vous pourriez me confirmer cela, s'il vous plaît? Oui, absolument. Je ne sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails sur une procédure en cours. Cette histoire s'est passée en dehors de la Comédie Française, donc ça ne relève pas de ma responsabilité. En même temps, les faits supposés sont suffisamment graves pour que je m'en sois préoccupé dès le départ. Donc, lorsque j'en ai eu connaissance, je les ai instruits, je les ai, j'allais dire dénoncés, ce n'est pas ça, mais j'ai alerté. Voilà. Ensuite, la procédure court. J'ai fait en sorte d'une sorte de mesure d'éloignement pour que aucun salarié de la Comédie Française, le temps que la chose soit jugée, malheureusement, la justice est lente, en tout cas pour la compréhension des uns et des autres, mais c'est comme ça pour l'instant. Donc ce salarié n'a pas rejoué depuis à la Comédie Française. Et quel est son statut aujourd'hui? Il est pensionnaire de la Comédie Française.
Parce que là, il y a eu une condamnation. Pardon ? Il y a déjà eu une condamnation. Oui. Et nous, le procès, je vous en informe, parce que peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais le procès qui l'opposera à moi sera le 6 juin prochain. Je l'ignorais. Donc, on a quand même là un pensionnaire sur la Comédie Française qui manifestement est violent, manifestement a eu des condamnations, manifestement est au cœur de plusieurs affaires et qui demeure. Et alors, j'entends que vous avez pris comme sanction une forme d'éloignement, une mesure d'éloignement. Est-ce que c'est les... Ce n'est pas une forme de sanction, étant donné que je ne peux pas. Donc, il n'y a pas de sanction du tout. C'est une mesure d'éloignement. Quel est le statut des comédiens de la Comédie Française ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que leur contrat, c'est un contrat à durée indéterminée ? C'est un contrat renouvelable ? Quelle est la nature du statut du contrat des comédiens de la Comédie Française ? Pour le statut des pensionnaires, c'est un CDI de droit commun. Voilà, et qui est... Oui, CDI de droit commun, absolument, et qui est renouvelé d'année en année, pour le coup, après l'estimation du comité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le comité passe en revue l'ensemble de la troupe pour jauger du travail des uns et des autres. Je ne comprends pas. CDI est renouvelé chaque année, c'est contradictoire dans les termes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez arrêter un CDI chaque année ? Comment ça se passe ? C'est un contrat à durée indéterminée. Maintenant, les pensionnaires, comme les sociétaires, sont sujets à la revue par le comité d'administration sur la qualité de leur travail artistique pendant l'année. Donc le comité d'administration statue effectivement sur la qualité du travail de chacun et de chacune des pensionnaires. Et en cas d'évaluation négative, à ce moment-là, il peut y avoir des discussions avec le pensionnaire ou la pensionnaire pour envisager son avenir ailleurs qu'à la Comédie Française. Mais dans les règles du Code du travail, ce qui n'est pas le cas pour les sociétaires, parce que les sociétaires, eux, ne sont pas salariés du théâtre. Ils ont un statut tout à fait sui generis, puisqu'ils sont membres de la Société des comédiens français, ils sont nommés sur proposition du comité d'administration, enfin de l'administrateur général, après avis du comité d'administration, ils sont nommés par la ministre de la Culture, donc c'est un statut très particulier qui ne relève pas des catégories courantes du droit du travail. Mais pour les pensionnaires, ils sont effectivement en CDI avec une évaluation chaque année. D'accord, pardon, excuse-moi, je termine mon idée et après je te... donc là, ça veut dire que vous avez dit qu'il y avait des pensionnaires qui étaient partis. Comment ça se passe quand ils partent ? C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas renouvelés, le comité émet un avis défavorable. Comment ça se passe très concrètement ? Je parlais de l'ensemble des salariés tout à l'heure en disant qu'il y avait eu des cas dans toutes les catégories d'activité, donc pas que les pensionnaires. Et pour le coup, encore une fois, ça dépend de la gravité des faits qui sont prouvés, matérialisés à l'intérieur de l'institution. Donc là, d'accord, à l'intérieur de l'institution. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous cantonnez à l'intérieur de l'institution. Une condamnation à l'extérieur ne nuit pas à l'image de la Comédie Française et au fait qu'on puisse continuer à être dans la troupe. Oui, très bien. Je vois très bien où vous voulez en venir. Le respect des victimes et le dommage d'image qu'il pourrait être avéré. Simplement, je crois, c'est pas moi le spécialiste, mais je crois qu'en droit, le risque d'image doit être avéré. Il n'est pas préventif. Donc tant qu'il n'y a pas d'impossibilité de jouer, parce qu'il y aurait, je sais pas, une manifestation, des choses comme ça, il faut que ça soit avéré. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous voulez compléter, monsieur Rosin ? Oui, peut-être pour compléter, Madame la Présidente. Enfin, vous connaissez le droit du travail aussi bien que nous. Donc il y a des possibilités effectivement d'agir sur le terrain du droit social, du droit du travail, pour licencier un salarié donc, qui aurait eu des comportements déviants à l'intérieur du théâtre. Il y a les qualifications d'outrage sexiste, il y a toute la jurisprudence sur le harcèlement sexuel. On a eu à connaître 2 cas de ce type-là, harcèlement moral ou harcèlement sexuel, pour lesquels effectivement on a pris des mesures. On a licencié 2 personnes qui n'étaient pas comédiens, mais pour des comportements de ce type-là. Évidemment, on est entouré de conseils juridiques et qui connaissent parfaitement la jurisprudence des plus hautes juridictions judiciaires en la matière. Et pour des faits en fait allégués effectivement à l'extérieur du théâtre, vis-à-vis de personnes qui ne sont pas salariées du théâtre, on n'a pas de motif disciplinaire.
Donc après, il reste la possibilité, effectivement, Madame la Présidente, d'un licenciement donc sur un terrain non disciplinaire pour lequel il faut une cause réelle et sérieuse. Et en la matière, dans ce type de configuration, effectivement, le critère, c'est le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise, c'est la Comédie Française. Alors, vous parlez de l'atteinte à l'image. Simplement, en jurisprudence, en fait, ça ne constitue pas un trouble objectif, puisque le trouble objectif, au regard de la jurisprudence, il faut qu'il soit matérialisé. Et en tout cas, en l'état actuel du droit et de la jurisprudence des tribunaux, il faut vraiment que le trouble soit matérialisé. Et par conséquent, c'est une jurisprudence, bon, on peut le constater, qui est quand même très très restrictive, pour avoir un terreau sûr, pour procéder effectivement à un licenciement sur ce motif. Mais vous avez aussi à assurer la protection des salariés avec une personne qui a été condamnée comme ça pour violence et menace de mort. C'est quand même, on peut imaginer que ça puisse représenter un danger pour les personnes qui sont à l'intérieur de la Comédie Française. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait jouer. Donc en fait, vous avez quand même pris une forme de mesure. Ouais. Oui, mais aussi parce que il y a eu une condamnation, mais il y a surtout une procédure en cours pour des faits extrêmement graves. Et pour le coup, j'attends la fin de cette procédure qui, je l'avoue, éreinte tout le monde. Le 6 juin, vous aurez une bonne raison. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci. Juste pour bien comprendre le statut des pensionnaires, leur contrat est revu tous les ans. C'est ça, hein, les pensionnaires. Tous les ans, leur CDI, enfin, la décision du conseil d'administration, c'est de garder le pensionnaire ou pas. Ok. Et donc, par contre, le sociétaire, la spécificité du sociétaire, c'est qu'il est donc sociétaire de la Comédie Française, mais c'est quoi son contrat de travail avec il est, enfin, je veux dire, il est appelable par vous pour jouer, c'est ça? D'accord. Il n'est pas pensionnaire, il ne joue pas exclusivement pour. Si, aussi. Oui. Non, allez-y. C'est pour bien qu'on ait la différence juridique en réalité entre les deux. En tant qu'artiste, il est convoqué par l'administrateur dans sa programmation exactement au même titre que les pensionnaires. Un pensionnaire peut jouer Roméo et Juliette, il n'y a plus du tout de hiérarchie, à savoir les grands rôles pour les sociétaires, pas les grands rôles pour les pensionnaires. Tout ça a été balayé depuis très longtemps. Donc vis-à-vis de ce qu'il doit au théâtre, son service artistique, c'est exactement considéré de la même façon. Les contrats sont différents parce qu'un sociétaire, lorsqu'il est coopté, son premier contrat est de 10 ans. Donc s'il est sociétaire depuis 3 ans, il lui reste 3 ans. Depuis 7 ans, il lui reste 3 ans à faire. Et puis ensuite, c'est tous les 5 ans. Donc c'est des grandes mesures de protection. Et au bout de 30 ans, c'est à nouveau chaque année, exactement comme les pensionnaires. En réalité... Oh, pardon. Souci. Oui. Donc le pensionnat, c'est une sorte de un peu, j'allais dire, c'est le petit séminaire, quoi. Enfin, excusez-moi du terme, et de la différence, c'est que c'est avant de devenir sociétaire. Et une fois qu'on est sociétaire, on a le statut de salarié. Okay. C'est-à-dire que j'ai eu tout d'un coup un doute sur votre présentation. Ouais, ok. Ça, je ne dirais pas petit séminaire, je dirais vivier. Enfin, question. Voilà. Ok. Est-ce que, monsieur le rapporteur, vous aviez d'autres questions? Moi, je précise quand même, parce que voilà, après, on passera à d'autres aspects de la Comédie Française, mais nous avons auditionné plusieurs institutions depuis le début de cette commission d'enquête. Plusieurs ont eu des cas un peu similaires à celui-ci à gérer. Beaucoup ont pris quand même la décision du licenciement, quitte à avoir une procédure prud'homale. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, ils prennent une ligne politique, même à prendre le risque des prud'hommes pour affirmer la lutte contre les violences, et particulièrement les violences faites aux femmes, comme étant prioritaire par l'institution. Donc je le pose, voilà, je vous le dis. Monsieur le rapporteur. Oui, moi j'ai juste des questions peut-être peut-être techniques par rapport à la façon dont vous travaillez maintenant avec cette nouvelle
c'est la question du rapport au corps qui est évidemment dans le théâtre très importante. Est-ce que vous avez eu des réflexions sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez déjà eu à employer ou à vous conseiller, à être conseillé par des coordinateurs ou coordinatrices d'intimité? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez? Et surtout, est-ce que c'est une demande qui a pu arriver d'un certain nombre de sociétaires ou de pensionnaires en se disant tiens, sur ce rôle, dans cette configuration, moi, je suis pas très à l'aise. Est-ce qu'on pourrait, voilà, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez, et puis peut-être depuis longtemps, et aujourd'hui, comment vous le faites? Depuis longtemps, non. Pour le coup, la prise de conscience de la pratique de la répétition, je parle plutôt de ça parce que la représentation en soi est plus cadrée, c'est devant des centaines de personnes, c'est plutôt dans le secret de la répétition que les dangers pourraient advenir. On en a conscience évidemment. La plupart des actrices et des acteurs du français font également du cinéma, donc ce nouveau métier de coordinateur d'intimité, dont je ne sais pas exactement si tous ces aspects sont définis encore. Nous en avons parlé, et lorsque je vous parlais des 8 référentes et référents qui sont pensionnaires et sociétaires de la maison, donc qui représentent la troupe et l'activité artistique, c'est eux qui ont décidé de le mettre en œuvre et d'en trouver les qualités protectrices. Parce que comme ils se connaissent depuis très très longtemps, je peux tout à fait comprendre qu'un coordinateur d'intimité au cinéma vienne, parce que la plupart du temps les acteurs ne se connaissent pas. C'est assez rare qu'ils se connaissent et sont amenés à vivre des situations qui peuvent être dérapantes en soi. Donc ça, je le comprends tout à fait. À la Comédie Française, comme la troupe est constituée, il y a toujours des nouveaux arrivants, mais le cœur de la troupe se connaît depuis des années et des années. Donc ils estiment qu'ils peuvent, eux, avoir une conscience collective et une surveillance collective de ça, en plus des référentes et des référents. Je peux affirmer que la prise de conscience est vraiment en marche pour là-dessus, parce que j'ai même vu des comédiens demander à des metteuses ou metteurs en scène de cadrer des improvisations. Je ne suis pas le premier à vous parler de cette drôle de matière qui est le théâtre, et comment on répète et comment on cadre les choses sur des sujets qui, sur la plupart du temps, sont des sujets du répertoire, des guerres, des violences, des incestes, des amours, etc., et qu'il faut mettre en œuvre de représentation. Il arrive quelquefois qu'une metteuse en scène ou un metteur en scène, même surtout pour des écritures de plateau, qui sont des nouvelles formes actuellement de répétition, demande à ce qu'on fasse des improvisations quelquefois assez longues, en quelquefois donnant une indication un peu en secret à un des protagonistes et une autre indication à un autre, pour justement créer les conditions de quelque chose qui arriverait, mais qui sont des conditions qui peuvent être dangereuses. Donc maintenant, l'ensemble de la distribution a toujours le réflexe, lorsqu'il ne se sent pas cadré, et lorsqu'il voit à quel point ça pourrait être dérapé, et dérapé pas parce que la nature de la personne serait dérapante, mais dérapé parce que le partenaire n'est pas prévenu et qu'il faut improviser sur un sujet qui est pas simple. Donc maintenant, ils sont, j'allais dire, au-delà des référentes et des référents dont je vous parlais, ils sont extrêmement réveillés sur cette pratique-là. Ils préfèrent le déterminer eux-mêmes plutôt que d'avoir quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. La chose qui est la plus difficile dans ce cadre-là, c'est d'essayer de trouver un cadre qui soit absolument sécurisant et qui en même temps qui ne soit pas tétanisant de la répétition. C'est-à-dire quelque chose où on a besoin, à chaque fois qu'on incarne un texte, on a besoin de pousser les curseurs, entendez-moi bien là-dessus, ce n'est pas des curseurs violents, physiques, mais de pousser les curseurs émotionnels pour trouver la vérité de la chose, pour se dire, ça y est, j'ai compris la scène de l'intérieur. C'est tout un travail d'alchimie qui, de temps en temps, a des méthodes, de temps en temps, en a moins. Chaque comédienne et comédien a plutôt son chemin personnel pour cette chose-là. Donc, c'est de réussir à garder cette nécessité de prospection du sentiment de la scène, et en même temps qu'il ne donne jamais lieu à des dérapages qui ont pu avoir lieu dans le passé. Oui. Et ça, c'est quelque part par rapport aux nouvelles pratiques et aux nouvelles, pas de nouvelles pratiques, mais
comment dire, je ne sais pas comment, des attentes un peu nouvelles des comédiens, des nouvelles manières de faire, une prise de conscience que l'on a tous collectivement par rapport à ces sujets-là. Comment se fait l'apprentissage du bon niveau du curseur? C'est-à-dire que vous avez tout à l'heure dit qu'à certains moments, il faut essayer d'aller dans le déclenchement de l'émotion sur un comédien ou une comédienne. Comment on arrive à juger que le niveau d'émotion, on ne l'a pas mis trop haut et qu'il pourrait devenir violent ou comment dire, avoir une conséquence pour la comédienne. Et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est justement une question de quelque chose qui est assez intéressant et qui pourrait être intéressant justement sur les formations, sur comment on arrive à avoir à attraper le niveau d'émotion qui va faire quelque chose de beau au théâtre ou de grave ou de dramatique sans avoir d'impact sur la personne, sur le comédien ou sur le reste de la troupe. Et comment on fait cet apprentissage et comment on pourrait avancer pour que collectivement, et aussi dans le cinéma où parfois il y a ce genre de pratique également, où parfois ça va trop loin, on l'a vu beaucoup, on arrive à avoir le bon niveau de curseur. Et est-ce qu'il y aurait une recette miracle ou pas, et comment on peut faire? Parce que l'avantage que vous avez sans doute à la Comédie Française, c'est que ce que vous allez faire une fois, c'est des gens qui vont vivre ensemble parfois 10 ans. Donc il y a des souvenirs. Et tout ça peut être quelque chose qui permet de grandir collectivement. Et comment vous gérez ça, puisque ça fait maintenant 11 ans que vous êtes là et que vous avez un certain nombre d'expériences sur ces sujets-là? Question un peu ouverte, vaste, mais qui, je pense, peut nous apporter, parce que c'est un vrai sujet que moi je me pose depuis un moment dans cette commission, c'est le rapport de l'auteur tout-puissant qui exige à quelqu'un, qui produit quelque chose, qui est parfois une œuvre, mais où on s'arrête, comment on arrive à trouver le bon niveau? C'est une vraie question que nous on se pose en tant que législateur pour le coup. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Je me pose ces questions-là à votre rythme, en ayant évidemment un focus plus grand, mais il y a quelque chose qui change et qui était... on a pendant très longtemps estimé que le grand metteur en scène, voire la grande metteuse en scène, était celle dont la direction était autoritaire, violente, quelquefois incompréhensible. Et on adorait travailler, être choisi par ces gens-là, et on redoutait immédiatement, après le choix, de devoir travailler avec ces gens-là. Ça, c'est en train de se finir totalement. Ça n'est plus acceptable. Ça n'est plus acceptable par les comédiennes et les comédiens qui ne veulent plus accepter ça. On parle beaucoup entre nous de la manière de se parler, tout simplement. Et la méthodologie de mettre quelqu'un sous pression pour lui faire sortir une émotion, n'est plus accepté, n'est plus acceptable. Donc déjà, ça calme énormément les choses parce que ça a été une grande tendance pendant très longtemps et quelquefois même la grandeur du metteur en scène était à la hauteur de la violence de ses moyens. Cette chose-là est passée. Ensuite, je sais qu'on peut parler d'exercice de consentement, de choses comme ça. Je sais que les anglo-saxons le développent beaucoup. Il y a un préalable à la répétition. Il y a un préalable à chaque... on repère immédiatement, c'est en ça que la culture a changé, on repère immédiatement la scène où il y a quelque chose qui potentiellement pourrait être dangereux. Il y a quelque chose qui... Alors, on en parle, c'est repéré. Ce qu'il y a de formidable, c'est que les comédiens entre eux se connaissent. Donc repèrent avant même la metteuse ou le metteur en scène qui, eux, ne connaissent pas la troupe, ne savent pas dans quel état c'est, sont arrêtés par les actrices et les acteurs de la troupe qui eux-mêmes font attention à leur méthodologie de travail et qu'ils veulent respectueuse de plus en plus. Il y a aussi une chose, c'est que comme il y a tous les âges dans la troupe, il y a aussi des metteuses et des metteurs en scène qui sont face pas à des gens, des élèves qui sortent d'un conservatoire et qui auraient de quoi travailler parce qu'on leur dirait oui, toi je te prends. Ils sont face à des acteurs qui ont quelquefois 40 ans, 50 ans de métier et qui sont impressionnants de leur savoir et qu'on ne leur fait pas faire n'importe quoi à ceux-là. Donc moi j'ai l'impression que c'est vraiment la conscience collective de ceux qui avaient de mauvais comportements
ceux ou celles qui avaient des mauvais comportements et qui repèrent que ça n'est plus les bons, avec des prises de conscience quelquefois problématiques, compliquées, parce que souvent ils ont travaillé comme ça pendant 30 ans et qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas un terrain favorable au travail et qu'il ne faut plus travailler comme ça. Mais ces gens-là repèrent immédiatement chez eux ce qui n'est plus possible et le corrigent. Et puis toutes les nouvelles générations, et puis certaines anciennes aussi, les nouvelles générations ne le supportent pas, n'acceptent plus cette chose-là. Donc c'est plus une question de ne pas avoir osé le dire, c'est rentrer à l'intérieur du travail. Je parle encore une fois à la Comédie Française où on n'est jamais à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas et on n'est jamais seul dans une salle de répétition et on est avec des gens qu'on connaît très bien. Donc le fait de pouvoir s'inquiéter de ce qui se passe va immédiatement au-delà même du fait que très anciennement à la Comédie Française, il y a toujours ce qu'on appelle le chef de troupe. Il y a un semainier qui est censé regarder l'ensemble des représentations dans la semaine et qui est le garant de la bonne tenue de la représentation, de sa bonne tenue artistique, mais de sa bonne tenue relationnelle aussi. Et lorsque le semainier n'est pas là et qu'on travaille au Vieux-Colombier ou au Studio Théâtre ou qu'on est en tournée, la plus ancienne de la troupe constituée autour de ce spectacle est celle qui est référente ou référent naturel. Monsieur Salmon. Oui, bonjour messieurs. Vous nous avez présenté les règles, si j'ai bien compris, de continuation des contrats de travail chaque année. J'aurais juste voulu avoir une information sur un peu les décisions sur les choix artistiques, comment, sans que vous nous rentrez complètement dans le détail, mais comment sont décidés, quel comédien joue telle pièce, comment c'est fait, parce qu'on a vu aussi souvent que chaque décision entraînant des choix artistiques peuvent entraîner, dans certains cas, je ne vous mets pas en cause bien évidemment, mais peuvent avoir des conséquences de risques, d'influence, d'impact sur le travail et la vie personnelle des artistes. Donc voilà, je voulais juste vous nous expliquer un peu comment sont faits les choix artistiques de choix de pièces et de quel comédien joue quelle pièce. Je vous fais une réponse un peu personnelle là-dessus parce que tout le monde n'a pas la même technique. En tant qu'administrateur, moi, je n'ai pas de culture universitaire des choses, donc moi je vais beaucoup au théâtre et je repère les metteuses en scène. Alors j'ai 3 grands groupes, il y a des metteuses et metteurs en scène maison, donc ce sont des acteurs de la troupe qui ont aussi des qualités de direction. Il y a les grands metteuses et metteurs en scène internationaux qui viennent parce qu'ils ont une pratique qu'on ne connaît pas à la Comédie Française et qui fait grandir la qualité artistique. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la jeune garde de la mise en scène en France, les jeunes metteuses et metteurs en scène que je repère en allant beaucoup au théâtre. Lorsque je vois quelqu'un qui pour moi, qui m'intéresse, qui me rend curieux, dont la méthodologie me paraît forte et l'autorité me paraît forte, l'autorité artistique, je prends contact avec eux et la plupart du temps, j'ai remarqué depuis longtemps que si je leur dis vous allez travailler avec tel comédien à tel moment et plutôt tel répertoire, la copie rendue est un peu scolaire et un peu pâle. Et je me suis toujours aperçu que quand je leur dis qu'est-ce que vous avez dans votre besace ? Qu'est-ce que vous avez envie de monter depuis longtemps ? Quelle est la pièce qui vous obsessionne ? Quelle est la forme de théâtre qui vous obsessionne ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à la Comédie Française notamment ? J'ai tendance à suivre cette chose-là, tout en sachant que moi j'ai des critères aussi tout bêtement de remplissage. La Comédie Française est censée présenter tous les théâtres, donc je ne peux pas me permettre d'avoir que des ovnis, c'est-à-dire des pièces absolument contemporaines avec des méthodologies nouvelles. Le public demande aussi à ce qui est le grand Shakespeare, le grand Molière, etc. Donc moi ensuite je fais ça. C'est moi qui engage les pensionnaires. C'est ma responsabilité. Alors je peux tout à fait consulter les membres du comité ou les sociétaires ou les pensionnaires même en disant qu'est-ce que tu penses de tel acteur ou tel acteur, mais c'est ma prérogative. Je vais beaucoup au théâtre, donc c'est comme ça que je les repère. Il faut que je repère des gens qui ont des qualités évidemment d'actrices et d'acteurs ou en promesse quand ils sont jeunes. Et il faut que j'essaie de repérer des qualités de ceux qui pourront rester dans la troupe longtemps, à savoir la devise c'est simul et singulis, l'art d'être seul et l'art d'être en collectif, l'art d'être singulier et en même temps dans un collectif. Voilà, j'essaie de repérer ça. Ensuite, pour la distribution
les metteuses et les metteurs en scène qui arrivent de l'extérieur, ou bien connaissent très bien la troupe et font des choix, ou bien quelquefois ne connaissent pas la troupe et n'ont pas l'occasion de voir tous les spectacles. Donc ils font un choix idéal, et puis moi j'arrive avec ma mécanique, c'est-à-dire j'arrive avec logistiquement le fait qu'un tel est en congé, un autre est en train de faire du cinéma, une autre est en tournée, une dernière va jouer au Vieux-Colombier en série, donc ne peut pas être dans l'alternance de la salle Richelieu. Donc c'est un melting pot entre les desiderata des metteuses et metteurs en scène et de ce que je dois faire moi, sachant que je suis là aussi pour faire grandir artistiquement tout le monde et que j'essaie de faire tourner l'effectif le plus possible. Et aux metteurs en scène qui veulent toujours les mêmes, je leur parle de tous les autres dont son apport va être formidable et avec qui tout le monde a envie de travailler. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, je voulais savoir comment, tout à l'heure, vous nous avez bien montré, il y a 900 levées de rideaux, ça joue énormément, et vous avez des comédiens des sociétaires et des pensionnaires qui sont très, très sollicités. Ce week-end, je crois que c'était ce week-end, il y avait une émission sur France Culture sur votre futur... Enfin non, ça a déjà commencé, le soulier de satin, c'est déjà... Oui. C'était Didier Sandre qui expliquait comment, à l'époque, quand il avait joué il y a quelques années, il faisait en même temps Don Rodrigue, il allait jouer, je ne sais plus quel rôle sur un Molière, et puis il revenait faire la fin du spectacle. Est-ce que ça, vous le gérez encore, et comment vous le gérez, parce que physiquement, c'est pas rien, et le risque physique, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi? Parce que ça m'a passionné, cette histoire d'entendre Denis Sandre qui expliquait comment il avait fait. Il le fait encore? Ces les 10 premières représentations du Soulier, effectivement, il jouait Don Pélage au début, il allait jouer au Studio Théâtre On ne sera jamais Alceste, il revenait jouer le chancelier de la fin, absolument. Donc, il commençait à 15h, finissait à 23h30 en jouant 2 pièces. Alors, on n'est pas dans les mêmes risques, les risques à la santé de certains métiers sont évidemment scrupuleusement regardés, et depuis des années, on essaye de faire grimper la prévention de tous les côtés. Par contre, pour un comédien, c'est plus difficile à savoir. Il y a toujours un moment où le fait de jouer tout le temps met dans un état de maîtrise et d'euphorie assez grande. Parce qu'on n'a plus le trac d'une certaine manière. On est en jeu comme si on était comme un sportif serait chaud tout le temps, donc sans besoin de s'entraîner. Et puis à un moment où ça peut avoir des risques aussi. Donc on gère les effets de pic et puis on gère les effets de creux aussi. Ce sont des comédiennes et des comédiens, ils sont angoissés par nature parce que dans ce métier on ne sait jamais pourquoi on est choisi, pourquoi on n'est pas choisi. Les critères sont durs à établir, donc le même qui va être fatigué va se mettre dans une angoisse absolue au moment où il va pouvoir se reposer. Donc il faut que je gère d'une certaine manière un peu pour eux les pics et les creux. Justement là-dessus, comment se fait la sollicitation? Vous nous disiez qu'il y avait un médecin présent sur le site. Alors déjà, quand je dis présent sur le site, est-ce que c'est pertinent de dire ça? Parce que est-ce qu'il y a un endroit, alors vous nous parliez du lieu, mais est-ce que tous les personnels de la Comédie Française se retrouvent sur le même lieu? Oui, à intervalles réguliers, oui. Et donc, comment se fait la sollicitation du médecin au sein de votre institution? Très simplement, de façon directe. Donc effectivement, c'est un médecin du travail donc, qui n'a pas que la Comédie Française, hein, évidemment, dans son portefeuille d'entreprise à suivre, mais qui est quand même extrêmement disponible. C'est un médecin du travail, absolument. Voilà. Et en première instance, on a une infirmière du travail qui est une salariée à temps plein de la Comédie Française, qui est très très connue et appréciée de l'ensemble des salariés. Donc c'est vraiment, je dirais, la ressource de proximité. Elle est très aimée des personnels au point qu'elle vient d'être élue en tant que représentante des salariés dans les instances de la caisse de retraite des personnels de la Comédie Française.
Donc c'est au moins c'est quantifié, sa reconnaissance par les salariés. Donc voilà, c'est plutôt elle, effectivement, qui intervient en première instance. Mais le médecin du travail est connu aussi des salariés, de la communauté des salariés. Donc il n'y a aucun obstacle. C'est peut-être un petit peu moins naturel, mais elle peut être saisie également. Et puis nous avons une assistante sociale qui est à mi-temps à la Comédie Française, donc qui nous est détachée par un organisme spécialisé dans ce domaine-là et qui rapporte régulièrement de ses activités devant le CSE. Et par conséquent, ces interventions sont transcrites évidemment dans les comptes rendus des CSE, et elle est également connue, appréciée et consultée directement par les salariés sur des aspects qui peuvent être plus sociaux, mais parfois aussi sur des risques psychosociaux. Et vous faites un rapport annuel, comment s'appelle le rapport RH là j'ai le nom sur le donc comment s'appelle le bilan social. Le bilan social, voilà, merci. Absolument, c'est une obligation, c'est une obligation légale. Donc on a évidemment un bilan social et qui est présenté annuellement devant les instances, devant le CSE. En termes de calendrier, je ne sais plus exactement, mais on doit y être à peu près. Ça doit être en mars-avril, donc peut-être un petit peu plus tard dans la saison, parce qu'il faut quand même le temps de l'établir. Et donc c'est un bilan tout à fait chiffré, quantifié, avec notamment tous les index de parité, l'index d'égalité homme-femme, sur lesquels on est très très bien placé, près de 100 sur 100. Voilà. Je ne sais pas si telle était votre question, mais il m'a semblé entendre que l'infirmerie existe à la Comédie Française, à un étage répertorié, et tout le monde peut y aller dans le secret le plus absolu, être reçu dans des lieux qui conviennent absolument. Si c'était ça la question. Oui, c'était ça la question. Mais c'était aussi, est-ce qu'il y a un lieu référence où les personnes qui peuvent rencontrer des problèmes donc savent où aller, mais peuvent aussi juste être là et se dire je vais pas bien, je monte quoi. Alors donc là, oui, absolument. Vous nous dites. Absolument. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur le rapporteur ? Non, je crois pas. Non, je crois qu'on a fait pas mal de. J'ai pas l'impression qu'on ait oublié des choses. Ah si. Moi j'avais une question pas sur les financements. Oui. Est-ce qu'il vous arrive dans certaines productions d'avoir des mineurs donc comment vous fonctionnez avec les mineurs ? Vous connaissez évidemment aussi bien que moi le cadre légal du travail des mineurs. Comment vous gérez ça, sachant que dans le répertoire, il y a des enfants, ça arrive, et c'est spécifique. Vous êtes dans une configuration, vous, qui est particulière par rapport à une autre troupe de théâtre. Alors comment vous faites quand vous avez des mineurs ? C'est extrêmement cadré, pour le coup, par le droit du travail, et puis la commission des enfants du spectacle aussi. Ils n'ont jamais moins de 9 ans. Ils ont des autorisations de travail de nuit à passer 20 heures. On ne change jamais leur jour de travail sans prévenir la commission des enfants du spectacle qui nous disent oui ou non. Et nous faisons une chose que nous ne sommes pas sur le papier obligés de faire. Chaque enfant est reçu à la Comédie Française et il y a une personne qui s'en occupe. Ce sont des jeunes femmes généralement que nous connaissons parce qu'elles ont été alternantes, etc. On les connaît et on leur propose de venir gérer les enfants. Donc les enfants ne sont jamais seuls, et jamais seuls avec un adulte. Il y a, mis à part sur le plateau, où, l'accompagnatrice ne vient pas, mais sinon jusqu'au moment où les enfants sont récupérés par les parents. Là-dessus, alors dans le cadre du théâtre, c'est extrêmement bien cadré pour le coup. Oui, c'est fréquent. Dans le malade imaginaire, la louison de service, voilà, il y en a chaque année, et les louisons grandissent, donc il faut en prendre d'autres à chaque fois. Je crois que j'ai regardé, on a une moyenne de 8-9 enfants par saison. Mais 8-9 enfants parce que la loi française demande à ce qu'il y ait 3 enfants pour un seul rôle. Donc finalement, en termes de rôle, c'est beaucoup moins que ça. Non. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en arrête là, moi qu'il y ait un élément qu'on n'aurait pas abordé dans cette audition et que vous voudriez porter à notre connaissance. Non, eh bien, nous vous remercions chaleureusement. Et donc
La commission, les auditions se déroulent jusque fin janvier, début février, et ensuite le rapport sera remis au mois d'avril, et il sera transformé probablement en une loi sur le sujet. Si vous avez d'ici là des remarques à nous faire remonter, eh bien, vous pouvez utiliser nos adresses mail sans problème jusque, disons, fin mars. Et nous, si nous avons des questions supplémentaires, eh bien, nous reviendrons vers vous. Merci de nous avoir reçus.